Le 4 novembre 1945. Mon cher journal. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de peine et j'ai usé de mes pouvoirs pour mettre sur le chemin d'Augustine, une brave dame de 89 ans, un petit garçon orphelin de 4 ans, le petit Pierre, qui a vu ses parents mourir sous ses yeux, qui n'ont pas pu échapper aux coups de feu des Allemands. Il a lui-même été touché à l'épaule, et c'est la raison pour laquelle il est arrivé au pensionnat de guerre qui a élu pour domicile le manoir en cette période sombre. Je n'arrive toujours pas à me résigner de l'horreur que peuvent s'infliger les humains. Ce petit garçon est arrivé il y a plusieurs jours. Les infirmières s'occupent bien de lui, mais malheureusement, elles n'ont guère de temps à lui accorder en dehors des soins. Et ses voisins de chambre sont des adultes qui sont plongés dans un long coma, ou des gens qui ont reçu des projectiles au visage. Ils sont totalement défigurés et ne peuvent pas parler. Pierre n'a donc personne à qui parler, et personne ne peut lui donner d'amour ou d'affection. Il n'a personne pour le rassurer. En tant qu'esprit fantôme, je peux ressentir les émotions des vivants, et je sais à quel point il souffre ce petit. Et ses souffrances physiques ne sont rien en comparaison aux douleurs psychiques. Il est terrifié, ce petit Pierre, et il est en train de mourir de chagrin. Heureusement, il est au chaud, il a à manger, et il est soigné. Mais je suis profondément émue par sa solitude, et encore une fois, je ne peux rien faire pour l'aider. Je dois donc trouver des astuces pour qu'il puisse trouver du réconfort. Son voisin de chambre le plus proche est un homme de 85 ans, Eugène, le mari d'Augustine. Il est plongé dans un coma profond depuis plusieurs semaines. Il a été surpris par les assauts des Allemands, plusieurs frères, qui se sont promis de lui faire la peau s'ils le rencontraient un jour, car pendant l'horreur de 14-18, il a exterminé leur père. Pour ses frères qui ont perdu leur père par la faute d'Eugène, soldat médaillé par la France pour avoir défendu son pays, c'était l'occasion idéale de se venger de cet homme qui leur a volé leur enfance. Ils sont alors venus à son domicile, à quelques kilomètres du manoir, pour accomplir leur devoir de vengeance. Un beau matin d'automne, alors qu'Augustine était partie chercher leur ration de nourriture quotidienne. Eugène ouvre la porte et les 3 frères visent la tête, lui sommant de leur raconter comment il a exécuté leur père 30 ans plus tôt. Naturellement, Eugène ne comprend pas, d'autant qu'il lui est impossible de se souvenir comment il a fait pour éliminer chaque adversaire. Les 3 frères lui racontent en détail la douleur qu'ils ont vécue avec leur mère de l'absence de leur père. Et avant de fondre en sanglots, ils tirent chacun à leur tour dans la tête d'Eugène. Il s'effondre alors au sol. Il perd connaissance instantanément, mais par miracle, il ne perd pas la vie. Il est gravement blessé et sera pris en charge par le pensionnat. Lorsqu'Augustine rentre avec son cabas et ses rations de nourriture, elle découvre Eugène au sol, défiguré, baignant dans son sang. Elle reste figée un long moment, lâchant son cabas par la stupeur, et lorsqu'elle réalise que son époux n'est certainement plus de ce monde, elle fait appel, avec beaucoup de calme, de sang-froid et de dignité, au docteur qui se trouve quelques rues plus loin. Ce docteur va constater qu'il vit encore, mais qu'il a très peu de chances de s'en sortir. Donc, comme les blessés légers ou les blessés condamnés, il sera transféré au pensionnat du manoir. Eugène va recevoir les soins quotidiens par l'équipe médicale, mais tout le monde sait qu'il ne s'en sortira jamais. Augustine elle-même attend qu'il parte et l'accompagne en lui tenant la main toute la journée et en lui parlant comme s'il était encore là, à ses côtés et en bonne santé. En étant dans le coma, l'esprit d'Eugène reste à mes côtés et il pleure sans cesse de ne plus être présent pour sa dulcinée, qui est comme éteinte depuis ce drame. J'essaye comme je peux de le consoler à mon tour, lui demandant de bien vouloir libérer Augustine de ce fardeau et de passer de l'autre côté avec moi, mais il ne parvient pas à se détacher de sa vie, qui ne tient pourtant qu'à un fil. Curieusement, lorsque le petit Pierre entre dans la chambre avec ses bandages, et quand il est placé dans le lit à côté du sien, il réalise qu'il y a bien pire comme situation, car nous entendons les infirmiers se passer le mot que c'est un petit orphelin qui a échappé de peu à la folie des Allemands. Eugène parvient à s'oublier complètement et aimerait venir en aide à Pierre. Il aimerait qu'Augustine s'en occupe, mais elle est focalisée sur son époux
et ne se rend absolument pas compte qu'un petit garçon est arrivé. Je lui demande de bien vouloir lâcher prise et rendre l'âme pour que sa dévouée remarque enfin ce petit, mais Eugène reste convaincu qu'il doit se battre pour sa vie, pour aider Pierre. Plusieurs jours passent où l'on a débattu, lui et moi, à regarder Augustine perdre goût à la vie petit à petit. Lui ne voulait pas s'en aller, et moi, j'ai dû argumenter encore et encore pour qu'il comprenne que le seul moyen pour aider Pierre, c'est qu'Augustine se désintéresse de lui. Jusqu'à ce que je vienne tenter d'attirer l'attention de cette dame au grand cœur envers ce petit Pierre et son triste sort. Ni une ni deux, je cherche l'énergie nécessaire pour me manifester auprès d'elle. Je commence doucement pour ne pas l'effrayer en lui soufflant de l'air frais dans le cou. C'est un classique, mais il fonctionne à coup sûr. Mais à part remonter son châle jusqu'aux oreilles, ça ne lui fait rien. D'accord, je vais souffler plus fort. J'emmagasine l'énergie nécessaire pour me donner la force de souffler plus fort, et je parviens à faire tomber une mèche de cheveux qu'elle avait coincée derrière les oreilles. Je suis satisfaite et observe sa réaction. Mais elle ne va que se contenter de replacer sa mèche comme elle était. Très bien, elle est vraiment fatiguée, donc je vais souffler une troisième fois, encore un peu plus fort. Je me place cette fois-ci devant son visage et je souffle encore plus fort, me demandant une concentration maximum et utilisant le reste d'énergie que je possède. Cette fois, ses petits cheveux qui tenaient mal à sa coiffure se placent devant son visage, comme si un petit courant d'air avait défait sa coiffure. Cette fois-ci, elle lève la tête. Je suis satisfaite de mon travail. Elle regarde devant elle, ensuite derrière elle, se frotte la nuque, replace ses petits cheveux et se lève pour vérifier que les fenêtres sont bien fermées. Puis, elle revient s'asseoir auprès de son époux, lui reprend la main et lui explique que le problème de ces magnifiques demeures, c'est qu'à la construction, on privilégie la beauté et le luxe au confort, et que souvent on néglige la qualité, en critiquant les malfaçons imaginaires dues au petit souffle que je lui ai envoyé. Ça m'a un peu vexée, et elle mériterait bien un petit poltergeist pour lui apprendre qu'Aubin, mon époux, n'aurait jamais négligé le confort. Mais je suis consciente qu'elle a parlé uniquement pour montrer à son mari qu'elle était présente pour lui. Et de toute façon, nous sommes là pour aider Pierre. Je tente une dernière fois d'entrer en contact avec elle, mais en lui parlant cette fois-ci. Je risque de l'effrayer, mais je n'ai pas le choix. Je m'approche d'elle et de ma voix fantomatique que je n'arrive pas à corriger, je prononce le prénom de l'enfant. Elle sursaute un peu et se retourne, regardant loin derrière elle, et dit à son mari qu'elle a cru entendre un prénom chuchoter à son oreille. Elle lui suggère de le quitter, qu'elle est certainement fatiguée et qu'elle croit entendre des voix. Elle lui lâche la main pour prendre son cabas et rentrer chez elle pour la nuit, mais il est hors de question de la laisser partir, si près du but. Je m'empresse de tourner autour d'elle et de lui glisser plusieurs fois le prénom de Pierre à l'oreille. Elle sursaute une nouvelle fois, prenant peur, lorsque les infirmières entrent et qu'elle s'adresse au petit en lui disant « Bonsoir petit Pierre, comment vas-tu ce soir ?» Augustine ouvre grand les yeux et demande aux infirmières comment s'appelle ce petit, qu'elle aperçoit pour la première fois alors qu'elle a passé plusieurs jours à ses côtés sans même l'avoir remarqué. Et elle est stupéfaite par cette étrange coïncidence et regarde enfin ce bambin qui l'observe avec interrogation. Elle s'approche de lui, lui caressant les cheveux et lui demandant son âge. Bien sûr, Pierre étant en choc post-traumatique, est incapable de sortir le moindre son. Mais les infirmières lui expliquent son histoire et lui disent que ses parents ont été abattus devant ses yeux et qu'il s'en sort avec une balle dans l'épaule. Augustine est attendrie par ce petit garçon et demande aux infirmières qui s'occupe de lui. Et elle lui explique que malgré les annonces faites dans le journal, personne ne s'est manifesté. Ni grands-parents, ni tante, ni oncle. Donc il va être transféré à l'orphelinat dès qu'il ira mieux. Augustine prend la chaise qu'elle utilisait pour rester auprès d'Eugène, pour la faire glisser près du petit, et lui prend sa main. Le petit Pierre la regarde avec beaucoup d'émotion. Elle lui demande alors s'il veut bien qu'elle reste un moment avec lui.
Il fait oui de la tête, en serrant sa main. Ils parlent longuement, lui et elle le questionnant, et lui répondant par des signes de tête. Eugène semble ému face à cette scène. Il ne dit mot, mais retient ses larmes, car il n'a jamais pu lui offrir d'enfant. Et elle a sacrifié sa vie de mère qu'elle espérait en vivre un jour, pour l'amour de cet homme, son fidèle Eugène. Eugène comprend alors que ce petit garçon est un cadeau de la vie, envoyé pour libérer Augustine de ce poids de deuil qu'elle devra faire rapidement. Je fais comprendre à Eugène qu'il est temps de lui dire au revoir pour qu'elle puisse s'occuper en toute quiétude du petit Pierre. Je tourne alors autour d'elle, lui murmurant Eugène plusieurs fois. Elle se retourne vers son mari et veut lui présenter Pierre lorsqu'elle découvre une larme couler sur la joue de son mari encore endormi. Elle lui essuie la joue et lui secoue la main, espérant qu'il se réveille. Augustine laisse couler des larmes à son tour, tant elle y en joua de voir son époux revenir à lui. Je demande à Eugène d'arrêter de la faire souffrir et de la laisser s'occuper de Pierre, et il décide enfin d'arrêter de lutter. Eugène me prend dans ses bras et regarde la scène d'Augustine et lui-même allongés immobiles dans ce lit. Il prend ma main, prend une profonde respiration, lâche une dernière larme et pose un long souffle. Augustine, quant à elle, voit une nouvelle larme couler sur la joue d'Eugène et sent comme un signal de fin. Elle appelle les infirmières, paniquées, en leur disant qu'il a pleuré. Les infirmières viennent en courant et prennent son pouls, remarquant d'autres larmes, mais il n'y a plus rien. Eugène est parti. Augustine s'effondre et pleure à sanglots en serrant très fort les mains d'Eugène. Elle se ressaisit très rapidement et se rend forte pour soutenir Pierre, tout en ayant honte d'être dans cet état devant ce petit qui, lui, vit un véritable enfer. Tout va s'enchaîner très vite. Eugène va être très rapidement enterré et le petit va recevoir toute l'attention et l'amour d'Augustine. Elle envisage même de l'adopter, ce petit, pour lui apporter un maximum d'aide le temps qu'elle peut encore à son grand âge. Elle vit dans une grande demeure et elle a beaucoup d'amis qui sauront prendre soin de lui si elle part trop tôt ou si elle devient malade. Secrètement, elle prépare déjà l'arrivée de l'enfant, ressortant tous les jouets qu'elle a achetés au fil des années pour le jour où elle deviendrait enfin maman. Elle lui prépare la chambre d'amis qu'elle transforme en chambre de petit garçon. Elle collecte des vêtements auprès de ses amis qui ont gardé les vêtements trop petits de leurs enfants et constitue leur garde-robe à Pierre des plus chics. Quelques jours passent et les infirmières semblent embarrassées de devoir annoncer au petit Pierre qu'il va être transféré dans l'orphelinat le plus proche. Mais Augustine se propose de l'accueillir. Ce qui rassure évidemment les infirmières qui avaient peur de l'avenir de cet enfant. Augustine vient alors au pensionnat du manoir avec un petit gâteau dans une jolie boîte blanche avec un nœud rouge. Et l'offre à Pierre qui s'empresse de le manger goulûment. Elle lui propose alors de venir vivre chez elle une fois qu'il sera remis de sa blessure. Bien entendu, Pierre accepte avec joie et prononce ses premiers mots depuis son arrivée au manoir. Il regarde Augustine et lui dit « Je t'aime ». Voilà une histoire comme je les aime, mon cher journal. Bien à toi, ta confidente Adélaïde.